on oblige la RDC à le faire avec le M23, ils rentrent dans leur pays et que la paix ou que plus personne ne puisse utiliser tel ou tel argument pour frapper chez l'autre. Neutraliser, très clairement, ça veut dire que les FDLR perdent leur capacité militaire actuelle. Ils en ont déjà plus. On a reçu dans cette émission Vincent Karega, le dernier ambassadeur du Rwanda, République démocratique du Congo. Il nous avait dit qu'ils étaient que moins de 1000 et qu'ils c'était des forces résiduelles. Aujourd'hui, pourquoi les mettre encore en prétexte? D'accord. Ça, moi, je vais pas. C'est pas à moi de m'exprimer sur les deux. Pourquoi l'accepter? Vous dites que vous avez l'expertise. Notamment. Parce que l'expertise, depuis 1996, si la France est plume au Conseil de sécurité, c'est parce que le fonctionnement du Conseil de sécurité, c'est le premier État qui porte un dossier à l'ordre du jour qui devient plume. C'est ça. Et ça, je connais bien ce cas. En 1996, moi j'étais à New York, l'été 96. Et à ce moment-là, le seul État membre du Conseil qui disait la FDL, c'est pas que des Congolais, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, c'est une ingérence étrangère, c'était nous. Et donc on s'est saisi du dossier et on a constamment assuré un suivi sur ces questions. Et donc il y a eu pareil dans l'Est, il y a eu l'opération Artemis, il y a eu cet engagement constant de la France depuis des années. Ça c'était à l'époque où la France était pas en bonne relation avec le Rwanda. Aujourd'hui. Non, bien sûr. Mais après, moi, ce dont je vous parle, c'est la connaissance que nous avons des groupes dans l'Est et notamment la connaissance de ce groupe qui s'appelle les FDLR. Mais et nous, les Congolais, la question que nous avons tous, puisque tout le monde sait qui ils sont, puisque tout le monde sait comment y mettre fin, pourquoi, ou est-ce que, allez, évoluons, est-ce que le fait que les États-Unis, première puissance mondiale, s'impliquent, va faire qu'avec tous les moyens militaires qu'ils peuvent avoir, on ne parle de ça au passé, ou on parlera de cela au passé très bientôt? Je pense que c'est pas lié aux moyens militaires parce que les États-Unis n'ont pas du tout l'intention de déployer des troupes au sol ou d'engager une opération militaire, ça c'était assez clair. Mais ils ont la capacité à mettre la pression sur les partis. Et je crois que le gouvernement congolais a reconnu à plusieurs reprises, il a reconnu dans la déclaration de principe du 25 avril que le Rwanda avait des préoccupations de sécurité légitimes. C'est écrit littéralement dans l'accord et le gouvernement congolais s'est engagé à neutraliser les FDLR, donc il connaît leur présence et il reconnaît que c'est un problème. On va revenir sur cette partie est de la République démocratique du Congo. J'ai même envie qu'on termine par ça parce que les Congolais ne comprendraient pas que qu'on ne pose pas les questions à l'ambassadeur de France sur ce que le Congolais reproche à la France. Récemment, j'ai envie qu'on parle de coopération entre la République démocratique et la France. Récemment, vous avez fait votre première grande tournée à l'intérieur du pays pour parler coopération, pour relations entre... Oui, vous avez déjà été à Goma, mais la première grande tournée, c'était 4-5 jours au Congo central. Où en sont les relations entre votre pays et la RDC? Alors ça, c'est une question très vaste, il nous faudra une bonne heure. La première chose que je relève, c'est que c'est des relations qui touchent à tous les domaines. C'est-à-dire qu'on a des relations commerciales, financières, des investissements. Ce matin, j'étais à la clôture de la cinquième formation ou la 5e promotion de l'école de guerre. Et j'y étais parce que la France a dans ce pays une coopération militaire. On est un des 3 seuls pays à avoir une coopération militaire avec la RDC. On a 7 officiers supérieurs dans les écoles de formation, etc. On est très actif dans le domaine culturel, donc c'est vrai partout, mais c'est plus encore ici. Comme vous le savez, on a un institut français qui a 4 antennes. Donc on est présent à Kinshasa, Goma, Bukavu en temps normal, même si c'est fermé actuellement du fait de l'occupation. À Lubumbashi, on a 3 écoles, donc on soutient les artistes congolais. Donc ce que je veux dire, c'est que la relation bilatérale couvre toute la panoplie des relations entre États. Santé, éducation et formation professionnelle, sécurité, développement économique, c'est plus de 500 millions d'euros
d'investissement depuis 2002 via notamment l'Agence française de développement. Alors c'est plus que ça, c'est à partir de 2022 le chiffre que vous citez. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en décembre 2021, la France et la RDC s'étaient engagés, en tout cas la France s'était engagée envers la RDC à conduire pour 500 millions d'euros de projets de développement en 4 ans. Et on a fait 530 en 3 ans. Donc c'est une montée en puissance extrêmement forte. Et puisque vous parliez de l'AFD, il y a 5 ans, l'AFD faisait 50 millions d'euros par an. En 2025, on va faire 200 millions d'euros. Voilà. Donc dans les projets que vous avez mentionnés, j'ai trouvé en arrivant un portefeuille de projets très vaste. Vu que si on fait le compte aujourd'hui des projets qui ont été engagés et de tout ce qui reste à dépenser, on est plus sur 640 millions d'euros. Donc c'est vraiment très important. Et moi j'ai trouvé que on faisait un peu tout, et quand on fait tout, on fait rien. Ce que je veux dire, quand on a 8 axes d'action prioritaires, on n'a plus de priorité. Et dans un pays comme la RDC, si on veut vraiment avoir un impact, il faut réduire le nombre des priorités. Donc j'ai engagé, après mon arrivée, une discussion avec la Première ministre et son cabinet pour redéfinir un nombre plus restreint de priorités qui correspondent aux intérêts conjoints. Parce que ça, c'est très important. Si la France conduit des projets en RDC, c'est sur des intérêts communs. C'est pas de la charité. On fait pas de la charité entre États. C'est qu'on a des objectifs et des intérêts communs. On les recense, on se met d'accord sur ces intérêts, et ensuite on se met d'accord sur la manière dont on peut les promouvoir. Et donc ces intérêts, j'ai cité, c'est politique, on vient d'en parler, c'est la guerre à l'Est. On a la francophonie, ça c'est très important. Francophonie encore ? Oui, voilà, on pourrait y revenir. On a la francophonie et on a le gros enjeu qui est le changement climatique. Et pour ça, on a besoin de la RDC. Il y a ce slogan RDC pays solution, mais ça, je suis convaincu que c'est une réalité. On a besoin de travailler avec les Congolais sur la préservation, la lutte contre la déforestation. On a besoin de travailler avec les Congolais sur l'augmentation de la production minière du Congo et la transformation de cette protection minière au Congo. Et ça nous amène très logiquement à recenser ou à choisir comme priorité, l'énergie. Donc ça, c'est essentiel, je veux dire l'énergie parce qu'aujourd'hui, la deuxième cause de déforestation, c'est le Makala. Voilà, et l'énergie, on a été sur le site d'Inga. Quand Inga offrira aux habitants de Kinshasa du kilowattheure à 3 centimes, ça tue le marché du Makala. Le Makala devient trop cher. Quelle est l'implication de la France dans Inga ? On parle de la Banque mondiale. Dans Inga, je veux dire, on a soutenu naturellement à la Banque mondiale. On a préparé le conseil d'administration qui a validé ce programme multiphase. Mais c'est à Paris, demain, que se tiendra le premier événement de mobilisation internationale sur le projet Inga, ce qu'on appelle un roadshow. Donc le premier roadshow, c'est le 10 juillet à Paris, avec les bailleurs institutionnels, mais aussi les investisseurs privés. Et derrière, on se place vraiment dans la stratégie de la Banque mondiale cette année, qui consiste à préparer le pays au projet. Pas simplement préparer le projet, mais préparer le pays au projet. C'est pour ça que j'ai été au Congo central. Donc l'énergie, c'est important aussi pour libérer le potentiel des miniers. Actuellement, dans le sud, on manque de 2000 mégawatts. Si on veut augmenter la production de cuivre de cobalt, ce qui est notre intérêt commun, si on veut favoriser la transformation de cette production sur place, ce qui est aussi notre intérêt commun pour diversifier nos fournisseurs, il faut plus d'énergie. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est les transports, la logistique. Ça, c'est important pour développer l'agriculture. C'est important aussi pour développer l'activité minière. Voilà. L'agriculture elle-même, donc c'est important pour que le Congo puisse déployer une stratégie de substitution aux importations, que le Congo puisse nourrir les Congolais et surtout que cela se fasse sans déforestation. Voilà. Et le quatrième et dernier point, c'est l'enseignement supérieur qui rejoint le point mine et énergie parce que les priorités de nos projets actuels, c'est la formation en sciences de l'ingénieur, pour que l'exploitation minière au Congo soit faite par les ingénieurs congolais et pour que la construction et la gestion du barrage Inga 3 soit faite par des ingénieurs congolais. Les ingénieurs congolais sont déjà, quand vous faites le tour des principales sociétés, sont déjà quasi partout, sauf chez TFM. Est-ce que le problème, c'est plutôt l'enseignement supérieur ou la formation professionnelle de ces Congolais qui sont plus enclins à faire de hautes études qui ne sont pas forcément utiles que des études qui sont plus utiles
au pays. C'est pour ça qu'on parle vraiment de sciences de l'ingénieur. Et pour nous, ce qui est important, c'est pas d'avoir un master, un doctorat, c'est d'avoir une formation qui inclut des passages en entreprise, qui inclut comme on fait dans nos écoles d'ingénieurs. Et c'est pour ça qu'on bâtit actuellement des partenariats universitaires avec entre des universités françaises, universités congolaises, qu'on développe ensemble des cursus qui prévoient des passages en entreprise, donc pas simplement de la formation théorique, pour qu'on ait des cadres congolais qualifiés qui puissent être embauchés par toutes les entreprises étrangères qui sont là, et c'est leur intérêt. Pour une entreprise étrangère, avoir un cadre congolais, c'est moins cher qu'un expatrié. Ou pour qu'à terme, la République démocratique du Congo puisse décider elle-même d'ouvrir une usine à batterie et non pas avoir les pays occidentaux ou étrangers construire ces usines de batterie, comme c'est le cas notamment pour la France en Haute-France. C'est ça. Non, et c'est même notre intérêt. Notre intérêt, c'est même que la transformation, le raffinage se fasse ici, parce que là, actuellement, il y a une diversité de production des matières premières, mais l'essentiel des capacités de raffinage sont en Chine. Et donc, nous avons, du point de vue de notre autonomie stratégique, une dépendance vis-à-vis d'un pays qui, pour l'instant, est un partenaire commercial, qui peut demain, pour des raisons qui nous échappent aujourd'hui, décider qu'il ne veut plus exporter. C'est ce qu'on a vu pendant la crise du Covid. L'Inde a arrêté d'exporter les vaccins. La Chine a arrêté d'exporter des masques. Donc tout ça, ça a été une prise de conscience très forte que si on veut une autonomie stratégique, on a besoin de diversifier nos sources d'approvisionnement et on a besoin de diversifier les chaînes de valeur. Et il est important que la transformation se fasse pas exclusivement en Chine. Francophonie, parlons-en. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'en dire? La France dit qu'elle n'a pas appuyé un ressortissant ou la ressortissante d'un pays qui ne parle plus français pour être secrétaire général de la francophonie. Mais les Congolais, premier pays francophone, s'étonnent que lors du dernier sommet de l'OIF, le président Macron, citant les pays en conflit en francophonie, oublie de citer la RDC. Alors là, il y a beaucoup de questions à la fois. Il n'y en a qu'une seule. Non, vous avez parlé d'un pays qui parle pas français, vous avez parlé du sommet de Villers-Cotterêts, vous avez parlé de beaucoup de choses. Juste rappeler un peu. Mais une seule question. La question, c'est de l'utilité de la francophonie pour la RDC aujourd'hui, la francophonie qui compatit pas autant, parce que pour les Congolais, cette organisation est dirigée par une ressortissante du pays agresseur. Alors, regardez ce qui s'est passé au sommet de Villers-Cotterêts. Le sommet de Villers-Cotterêts a adopté des résolutions. Elle a adopté des résolutions dans lesquelles elle condamne l'occupation étrangère de la RDC. Elle a adopté des résolutions dans lesquelles elle condamne l'exploitation et le trafic illicite de ressources. Donc tout ça c'est disponible, il suffit d'aller sur Google, vous faites Villers-Cotterêts et donc la francophonie a pris position et a dit le droit. Et ça c'est important de le dire parce que vous avez d'autres organisations auxquelles appartient la RDC, pour n'en citer qu'une, l'Union africaine, qui n'a jamais fait ça. Donc il ne faut pas confondre la conférence de presse d'Emmanuel Macron et la position qui a été adoptée par l'Organisation internationale de la francophonie. C'est un oubli de la conférence de presse. Ensuite, vous regardez les résolutions adoptées lors du sommet de la francophonie, ils traitent de 12 crises régionales différentes. Voilà. Et le président n'a pas cité les 12, il n'en a pas cité 11 en oubliant la RDC. Ensuite, sur Madame Mushikiwabo, donc faut quand même rappeler un petit peu les choses, des choses que les Congolais semblent avoir oubliées. Il y avait, quand la CCT est devenue la francophonie, le premier secrétaire général de la francophonie était Boutros Ghali. L'Égyptien, ancien secrétaire général de la Vous avez essayé de faire vos courses en français au marché au Caire? Impossible. Bon, voilà. Donc il faut pas cet argument, il n'est pas pertinent. Ensuite, le Rwanda a toujours gardé le français comme langue officielle, mais je veux pas poursuivre là-dessus. Je suis pas l'avocat du Rwanda, c'est pas mon rôle. Vous avez dit la France, comme l'OIF, condamne l'agression de la RDC par le Rwanda. L'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique ont été beaucoup plus offensifs. L'Allemagne a suspendu toute discussion sur futures négociations. La Grande-Bretagne a fait de même. La Belgique a même eu rupture des relations diplomatiques. Oui, à l'initiative de Rwanda, pas l'initiative de la Belgique. C'est pas la Belgique qui a souhaité la rupture des relations diplomatiques. Parce que la Belgique a eu un comportement plus offensif que d'autres pays.
Non, parce que c'est plus facile de taper sur la Belgique quand on est rwandais, parce qu'on ressort tout l'argumentaire colonial, néocolonial, et donc ça inhibe toute réflexion. Donc c'est facile. Mais ils peuvent taper aussi sur la France, et l'opération turquoise. Mais là, c'est plus... La France